La semaine dernière, mes parents et ma sœur se sont présentés, sourire aux lèvres, nous avons fait signer la maison à mon nom, tu dois partir d'ici vendredi. J'ai juste souri et dit, penses-tu vraiment que je laisserai cela arriver? 2 jours plus tard, ils sont revenus avec des déménageurs. ET se sont figés quand ILSONTVU qui se tenait sur le porche, tenant le dossier. Je m'appelle Olivia Morgan et à 27 ans, je ne m'attendais pas à devoir me battre contre ma propre famille pour l'héritage de mes grands-parents. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de droit, mon premier acte a été de transférer l'héritage de 3 millions de dollars de mes grands-parents dans une fiducie. La semaine dernière, mes parents et ma sœur sont arrivés en souriant. Nous avons fait signer la maison au nom de papa. Tu dois partir d'ici vendredi. J'ai juste souri et répondu, penses-tu vraiment que je laisserai cela arriver? Leurs visages quand ils sont revenus avec des déménageurs et ont vu qui attendait sur le porche, inestimable. Avant de plonger dans cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Si cela vous parle, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Faites-moi confiance, vous voudrez voir comment ce drame familial se déroule. Pour comprendre pourquoi j'ai pris des mesures aussi drastiques pour protéger l'héritage de mes grands-parents, vous devez connaître l'histoire. Mes grands-parents, Harold et Martha Morgan, m'ont élevé dès l'âge de 5 ans. Mes parents, Richard et Hélène, m'ont essentiellement abandonné pour poursuivre leur carrière dans un autre état. Ce qu'ils poursuivaient réellement, c'était une vie libre de responsabilité, passant d'une escroquerie à une autre qui échouait inévitablement. La maison de mon enfance était une magnifique maison victorienne dans un quartier historique de Boston. La maison était dans la famille de mon grand-père depuis 3 générations, ainsi que plusieurs autres propriétés et investissements de valeur qui composaient leur patrimoine. La valeur estimée tournait autour de 3 millions de dollars, une somme non négligeable par quelque mesure que ce soit, mais pour moi, cette maison était simplement chez moi, l'endroit où j'ai appris ce que signifiait réellement la famille. Chaque matin, grand-mère Martha me réveillait avec l'odeur des muffins fraîchement cuits. Levez-vous et brillez, petite avocate, m'appelait-elle. Bien avant d'envisager la faculté de droit, grand-père Harold m'apprenait à pêcher dans le petit étang du parc local. Sa patience était infinie alors que j'en mêlais fil après fil. Le soir, nous nous asseyions dans la bibliothèque, chacun avec notre propre livre, partageant occasionnellement des passages que nous trouvions intéressants. Ces moments calmes de connexion signifiaient tout pour moi. De mes grands-parents, j'ai appris les valeurs qui allaient façonner ma vie. L'honnêteté, le travail acharné et la responsabilité. Grand-père disait toujours, ta parole est ta promesse. Olivia, brise-la et tu perds quelque chose que tu ne pourras jamais racheter. Grand-mère a souligné l'éducation et l'indépendance. Une femme doit pouvoir se tenir sur ses 2 pieds, surtout lorsque d'autres essaient de la faire tomber. Ma relation avec mes parents biologiques et ma jeune sœur Valérie était au mieux compliquée. Ils rendaient visite peut-être 2 fois par an, généralement à Noël où les cadeaux étaient attendus ou aléatoirement quand ils avaient besoin d'argent. Chaque visite suivait le même schéma. Affection exagérée suivie de questions désinvoltes sur la façon dont se portaient les investissements de grand-père, culminant par une histoire larmoyante sur des dépenses imprévues et des demandes de prêts jamais remboursées. Papa avait fait faillite 2 fois avant mes 10 ans. Maman avait été impliquée dans plusieurs entreprises commerciales douteuses, vendant de tout, des pilules amaigrissantes miracles aux multipropriétés. Ils vivaient au-delà de leurs moyens, toujours à la recherche de la prochaine opportunité qui les rendrait enfin riches. Valérie, 7 ans de moins que moi, a grandi en les regardant et en apprenant d'eux. À son adolescence, elle avait maîtrisé leurs techniques de manipulation et de droit à tout. Ta sœur devrait venir vivre avec nous aussi, a suggéré grand-mère un jour après une visite particulièrement désastreuse où Valérie avait volé de l'argent dans ma tirelire. Mais mes parents ont refusé. Valérie était leur bébé, l'enfant qu'ils pouvaient arriver à élever parce qu'elle exigeait si peu de parentalité réelle. À mesure que mes grands-parents vieillissaient, la dynamique familiale devenait de plus en plus tendue. Papa a commencé à appeler plus fréquemment, posant des questions pointues sur leur santé, leur testament, leurs conseillers financiers. Maman envoyait des liens vers des communautés de retraite suggérant que la maison était trop lourde pour eux à gérer. Chaque visite devenait plus stressante avec des conversations murmurées qui se terminaient brusquement quand j'entrais dans les pièces. Tout au long de mes années d'études, j'ai excellé académiquement, encouragé par le soutien indéfectible de mes grands-parents. Pendant que d'autres enfants recevaient de nouveaux téléphones ou des vêtements à la mode en récompense, mes grands-parents investissaient dans des livres, des adhésions à des musées et des voyages éducatifs. Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à travailler à temps partiel à la bibliothèque locale pour aider aux dépenses.
Mes grands-parents insistaient sur le fait que ce n'était pas nécessaire, mais je voyais comment les coûts des médicaments sur ordonnance et les taxes foncières mettaient à rude épreuve leurs revenus fixes. Ma décision d'étudier le droit a été influencée par un incident dans notre quartier lorsque j'étais en dernière année de lycée. Un couple âgé, les Wilson, a perdu leurs économies de toute une vie à leur fils, qui les avait convaincus de lui signer une procuration, puis avait vidé leur compte. L'impuissance et la trahison qu'ils ont éprouvées m'ont hanté. Je voulais comprendre comment prévenir de telles injustices, surtout pour les personnes âgées vulnérables. L'université, puis la faculté de droit ont été difficiles car la santé de mes grands-parents a commencé à décliner. Grand-père a développé des problèmes cardiaques qui ont nécessité plusieurs chirurgies. Grand-mère a été diagnostiquée avec une démence précoce. J'ai fréquenté une université locale pour pouvoir vivre à la maison et les aider à prendre soin d'eux, refusant des bourses pour des écoles plus prestigieuses plus éloignées. Pendant ma dernière année de faculté de droit, j'assistais à des cours pendant la journée, étudiais la nuit, et aidais aux rendez-vous médicaux et aux soins à domicile entre les deux. C'était épuisant, mais ils avaient sacrifié tellement pour moi. C'était simplement ce que fait la famille. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme de droit a été doux amer. Debout dans ma robe et mon chapeau, scannant la foule, j'ai aperçu grand-père dans son fauteuil roulant avec une bonbonne d'oxygène à côté de lui, avec grand-mère assise à côté de lui, regardant parfois avec confusion, mais souriant largement chaque fois que nos regards se croisaient. Ils avaient insisté pour assister malgré leurs problèmes de santé. Les chevaux sauvages ne pourraient pas nous éloigner, avait déclaré grand-père ce matin-là alors que je l'aidais à nouer sa cravate. Mes parents et Valérie étaient visiblement absents malgré la réception d'invitations des mois à l'avance. Maman avait envoyé un SMS ce matin-là avec une excuse vague concernant des problèmes de voiture. J'avais cessé d'attendre leur présence à des moments importants de ma vie depuis longtemps, mais leur absence me piquait toujours. Après la cérémonie, nous avons célébré au restaurant italien préféré de grand-père. Il a levé un toast tremblant avec son verre d'eau à notre Olivia, qui nous rend plus fiers chaque jour. La plus fine petite fille est maintenant la plus fine avocate du Massachusetts. Grand-mère hocha la tête avec enthousiasme, ajoutant, intelligente comme un fouet, tout comme son grand-père. Leur fierté de mon accomplissement m'a rempli de joie et de détermination à être digne de leur foi en moi. Pendant mon dernier semestre, j'avais suivi un cours facultatif sur le droit des personnes âgées et la planification successorale. Ce qui avait commencé comme un choix pratique compte tenu de la situation de mes grands-parents s'est transformé en un intérêt passionné. Le professeur Sarah Winters, un ancien procureur spécialisé dans les cas d'abus envers les personnes âgées, m'a ouvert les yeux sur la prévalence de l'exploitation financière des seniors, souvent par des membres de leur famille. La plus grande menace pour la sécurité financière des personnes âgées ne vient rarement d'étrangers. Le professeur Winters a dit à notre classe, 70% des abus financiers envers les personnes âgées sont perpétrés par des membres de la famille ou des soignants de confiance. Le sentiment de trahison est souvent plus dévastateur que la perte financière. Ces mots ont résonné profondément en moi. J'ai commencé à rechercher des mesures de protection, en particulier des fiducies irrévocables, qui pourraient protéger les actifs des membres de la famille prédateurs tout en garantissant que la personne âgée conserve le contrôle pendant sa vie. J'ai commencé à remarquer les parallèles entre les études de cas que nous discutions et ma propre situation familiale avec une inquiétude croissante. 2 semaines après l'obtention du diplôme, j'ai pris rendez-vous en secret avec Nancy Hoffman, une spécialiste du droit des personnes âgées recommandée par le professeur Winters. J'ai apporté des copies des documents financiers de mes grands-parents, auxquels j'avais accès car j'avais aidé à gérer leurs factures. Nancy a examiné attentivement le tout, son expression devenant de plus en plus préoccupée. « Vos instincts sont corrects », m'a-t-elle dit finalement. Compte tenu du schéma de comportement que vous avez décrit et de ces récentes demandes de votre père concernant la valeur des propriétés, il y a lieu de s'inquiéter. Une fiducie irrévocable offrirait une protection significative, mais vos grands-parents devraient l'établir volontairement. Leur en avez-vous parlé ? Je ne l'avais pas fait, craignant qu'ils ne rejettent mes inquiétudes par loyauté envers leur fils. Ce soir-là, j'ai rassemblé mon courage et j'ai abordé le sujet doucement après le dîner. Grand-père a d'abord réagi exactement comme je le craignais. Richard est beaucoup de choses, mais il n'essaierait jamais de prendre notre maison. Il a insisté, sa voix rauque d'émotion. C'est toujours mon fils, Olivia. Grand-mère était silencieuse, tordant sa alliance comme elle le faisait souvent lorsqu'elle était anxieuse. Qu'est-ce qui te fait penser une chose pareille, ma chérie, demanda-t-elle finalement. À contre-cœur, j'ai partagé ce que j'avais observé. La fréquence croissante des visites dès que leur santé déclinait,
les questions sur leurs investissements, les indices pas si subtils sur le fait que la maison demandait trop de travail. Puis je leur ai montré quelque chose que je gardais pour moi. Un email de papa à un agent immobilier, s'enquérant des ventes comparables dans leur quartier et de la valeur marchande potentielle de leur maison, que j'avais découvert en aidant grand-père avec son ordinateur. Grand-mère a commencé à pleurer doucement. Il a emprunté 50 000 $ il y a 5 ans, a-t-elle admis, pour une opportunité d'affaires qui ne pouvait pas attendre. Il a promis de le rembourser avec intérêt, mais quand votre grand-père a posé la question à Noël dernier, il s'est mis en colère, disant « Nous étions assez riches pour ne pas le manquer, que nous lui devions de t'avoir accueilli à ta place. » Le visage de grand-père était devenu de plus en plus pâle. « Montre-moi encore ces informations sur la fiducie, » a-t-il dit finalement, sa voix lourde de résignation. 3 jours plus tard, nous avons rencontré Nancy Hoffman, et le processus d'établissement de la fiducie familiale Morgan a commencé. Le processus juridique était complexe, nécessitant plusieurs réunions avec des avocats, des conseillers financiers et la banque. Nous avons structuré la fiducie de sorte que mes grands-parents conservent le contrôle total et bénéficient de tous les actifs pendant leur vie, mais après leur décès, je deviendrai le fiduciaire. La maison, leur portefeuille d'investissement et d'autres biens de valeur ont été transférés à la propriété de la fiducie, les protégeant ainsi des éventuelles réclamations ou manipulations. Tout au long du processus, nous avons maintenu une confidentialité absolue. Mes grands-parents n'ont parlé à personne, pas même à leurs amis les plus proches, de cet arrangement. Je vivais toujours avec eux, travaillant dans un petit cabinet d'avocats, spécialisé en droit de la famille, et commençant à bâtir ma carrière tout en aidant à prendre soin d'eux. Pour les étrangers, rien n'avait changé, mais je dormais mieux sachant que leur héritage et leur maison étaient protégés des plans que mes parents pouvaient bien envisager. 6 mois après avoir établi la fiducie, la santé de grand-père a pris un tournant dramatique vers le pire. Ce que nous avions pensé être simplement de la fatigue liée à sa maladie cardiaque a été diagnostiqué comme un cancer du pancréas à un stade avancé. Le pronostic était sombre, 3 à 6 mois au plus. Nous étions dévastés. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle de son diagnostic s'est rapidement propagée à mes parents. Soudain, ils ont commencé à appeler tous les jours et à visiter chaque semaine, ce qui était sans précédent pendant toutes les années où j'avais vécu avec mes grands-parents. Valérie a même pris un congé de son emploi dans un salon de manucure pour aider, bien que son aide se soit principalement limitée à parcourir les placards et les armoires en cataloguant les objets de valeur quand elle pensait que personne ne regardait. Un soir, j'ai surpris une conversation entre mes parents dans le jardin. Ils pensaient que tout le monde dormait, mais j'étais levé pour aller chercher des médicaments pour grand-père. Une fois que le vieil homme sera parti, nous devrons agir rapidement avant qu'elle n'ait le temps de cacher quoi que ce soit, disait papa. Maman est tellement confuse ces jours-ci. Elle signera tout ce que nous lui mettrons devant. Et Olivia, demanda maman. Elle surveille toujours. Et maintenant elle est avocate. C'est une toute nouvelle avocate avec des prêts étudiants et aucune expérience réelle, ricana papa. Nous lui offrirons une petite partie pour qu'elle garde le silence. Si elle crée des problèmes, nous contesterons n'importe quel testament pour motif d'influence indue. Après tout, elle a vécu ici en dépendant d'eux, les manipulant peut-être. Qui la croirait plutôt que nous, les véritables enfants? Je suis resté figé, le verre d'eau à la main, devenant tiède, pendant qu'il continuait à planifier comment il vendrait la maison, liquiderait les investissements et aurait enfin le style de vie qu'il méritait. Quand Valérie les a rejoints, ajoutant avec empressement ses propres idées sur les antiquités qui rapporteraient le plus, je me suis senti physiquement malade. Le lendemain matin, j'ai vérifié auprès de Nancy Hoffman, confirmant que tous les documents de fiducie étaient correctement déposés et inattaquables. Elle m'a assuré que la protection était solide, mais m'a averti d'être vigilante quant à toute tentative de faire signer de nouveaux documents à ma grand-mère une fois que mon grand-père serait décédé. Alors que grand-père s'affaiblissait, il semblait sentir les vautours tourner autour. Une nuit, alors que j'étais assise avec lui alors qu'il luttait pour respirer confortablement, il m'a serré la main avec une force surprenante. « Promets-moi que tu protégeras ta grand-mère et cette maison », a-t-il murmuré. « Ce ne sont pas juste des biens, Olivia. C'est l'incarnation physique de notre histoire familiale, de notre amour, de nos sacrifices. » Richard n'a jamais compris ça. Il ne voit que des signes de dollars là où je vois des souvenirs. Je le promets, ai-je dit les larmes coulant sur mon visage, et il a hoché la tête, satisfait. 3 jours plus tard, il est tombé dans le coma. Il est décédé paisiblement le lendemain matin avec grand-mère et moi à son chevet. Les funérailles étaient petites et dignes, comme grand-père aurait voulu.
Quelques amis proches, voisins et anciens collègues se sont réunis pour célébrer sa vie. Mes parents et Valérie sont arrivés 20 minutes en retard, habillés de manière inappropriée pour un enterrement, et sont partis immédiatement après le service, affirmant qu'ils avaient un long trajet devant eux. Avant de partir, papa m'a prise à part et m'a demandé brutalement concernant le testament et quand il serait lu. J'ai prononcé un court éloge funèbre, en me concentrant sur l'intégrité de grand-père, sa sagesse douce et son amour inconditionnel. En regardant la petite assemblée, j'ai réalisé qu'une vie bien vécue n'est pas mesurée par la richesse accumulée, mais par l'amour partagé. Grand-père était vraiment riche selon cette mesure. Après les funérailles, la réalité d'être la seule gardienne de grand-mère s'est abattue lourdement sur mes épaules. Sa démence progressait lentement, mais le chagrin a accéléré son déclin. Certains jours, elle me reconnaissait instantanément. D'autres jours, elle demandait à plusieurs reprises quand grand-père revenait. Chaque fois, je devais doucement lui rappeler qu'il était parti, brisant son cœur à nouveau. J'ai réaménagé mon emploi du temps de travail pour passer plus de temps à la maison en prenant des affaires que je pouvais travailler à distance. J'ai embauché Margaret, une aide à domicile compatissante, pour rester avec grand-mère quand j'avais besoin d'être au bureau ou au tribunal. Le soir, nous avons établi de nouveaux rituels, regardant des films classiques dont grand-mère se souvenait encore de sa jeunesse, parcourant de vieux albums photos et lisant à voix haute ses livres préférés. Ces activités semblaient l'ancrer, lui fournissant des îles de clarté dans son état mental de plus en plus brumeux. Mes parents appelaient occasionnellement, toujours en demandant l'état de grand-mère d'une manière qui ressemblait plus à la vérification d'un investissement qu'à l'expression d'une préoccupation sincère. Chaque fois, je fournissais des informations minimales, devenant de plus en plus protectrice à mesure que grand-mère devenait plus vulnérable. 6 mois après le décès de grand-père, grand-mère a développé une pneumonie. Malgré un traitement agressif, son système affaibli n'a pas pu combattre l'infection. Ces derniers jours ont été paisibles à la maison dans son propre lit, comme elle l'avait souhaité. Je lui lisais Jane Austen, son auteur préféré, et jouais la musique classique qu'elle et grand-père aimaient. La dernière nuit, elle a eu un moment de lucidité complète. Elle m'a regardé et m'a serré la main. « Elisabeth, dit-elle, me confondant avec ma mère. Je suis tellement fière de la femme que tu es devenue, tellement différente d'eux. » Elle s'est interrompue, puis s'est recentrée. « Prends soin de notre Olivia. » Avant que je puisse corriger sa confusion, elle s'était rendormie. Elle ne s'est jamais réveillée, décédant paisiblement dans la nuit, sa main toujours dans la mienne. Les funérailles étaient encore plus petites que celles de grand-père. Mes parents n'ont pas du tout assisté, en voyant un arrangement floral générique avec une carte signée par leur secrétaire. Je n'ai pas été surprise, juste tristement confirmée dans ma compréhension de leur vraie nature. J'ai enterré ma grand-mère à côté de mon grand-père dans le petit cimetière où des générations de Morgan reposaient, trouvant du réconfort en sachant qu'ils étaient de nouveau ensemble. Je suis retourné dans une maison vide qui résonnait de souvenirs à la fois réconfortants et douloureux. Pour la première fois, j'étais vraiment seul sans les grands-parents qui avaient été mes ancres, ma véritable étoile polaire. Mais j'étais aussi fortifié par leur héritage d'amour et les valeurs qu'ils m'avaient inculquées. Je les honorerais en protégeant ce qu'ils avaient construit et en l'utilisant comme ils l'auraient souhaité. 2 semaines après les funérailles de grand-mère, alors que je m'adaptais encore au silence de la maison et à l'immensité de ma perte, la sonnette a retenti un dimanche matin. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé mes parents et Valérie debout, leurs expressions sombres soigneusement arrangées sur leurs visages. « Oh, Olivia !» s'exclama maman, me tirant dans un câlin raide qui ressemblait plus à une performance qu'à une affection sincère. « Nous sommes tellement désolés pour maman. Nous sommes venus dès que nous avons pu libérer nos emplois du temps. » Papa hocha solennellement la tête. « La famille doit rester soudée dans des moments comme ceux-ci, déclara-t-il, me tapotant maladroitement l'épaule avant de me dépasser dans le foyer, ses yeux balayant déjà les meubles et œuvres d'art antiques. Valérie, 20 ans, méshabillée comme une adolescente, me fit un rapide câlin. Cette maison est encore plus grande que je ne m'en souvenais, commenta-t-elle, sans se cacher d'évaluer sa valeur. Je les ai invités avec une politesse superficielle, leur offrant du café et des pâtisseries que j'avais achetées la veille. Alors que nous nous asseyions dans le salon, la conversation suivit un script que j'aurais pu écrire à l'avance, commençant par des questions hâtives sur les derniers jours de grand-mère, et pivotant rapidement vers les questions d'héritage. « As-tu eu le temps de regarder ces papiers ?» demanda papa, tentant une indifférence décontractée. « J'imagine qu'il y a un testament qui doit être homologué. »« Je m'occupe de tout », ai-je répondu neutrement. Ces affaires étaient en bon ordre. Maman se pencha en avant,
sa voix baissant à ce qu'elle pensait probablement être un ton sympathique. Tu dois avoir tellement seul dans cette grande maison toute seule. C'est beaucoup pour une seule personne à entretenir. En fait, je m'en sors bien, ai-je dit. J'adore cette maison. Eh bien, bien sûr que tu l'aimes, ma chérie, dit maman avec un sourire condescendant. Mais réalistiquement, une jeune femme comme toi devrait être dans un appartement moderne au centre-ville, près d'autres jeunes professionnels. Ton père et moi pensons pouvoir t'aider à vendre cet endroit et à trouver quelque chose de plus approprié. Papa hocha la tête avec enthousiasme. Les valeurs immobilières dans ce quartier sont à leur plus haut niveau. Ce serait intelligent de vendre maintenant avant que le marché ne change. Et bien sûr, ajouta Valérie, examinant sa manucure, tout ce qui vient de l'héritage de grand-mère et grand-père devrait être partagé équitablement entre les membres de la famille. Je veux dire, juste parce que tu as vécu avec eux ne signifie pas que tu obtiens tout, n'est-ce pas? Leur transparence était presque comique. Si je n'avais pas été en deuil et dégoûté, j'aurais peut-être ri de la façon dont ils déguisaient mal leur cupidité. Au lieu de cela, j'ai simplement déclaré que je ne prenais aucune décision concernant la maison dans l'immédiat et j'ai changé de sujet. Ils sont restés 3 jours pendant lesquels j'ai surpris ma mère en train de fouiller dans la boîte à bijoux de grand-mère lorsqu'elle pensait que j'étais en appel professionnel, mon père mesurant des pièces et prenant des photos pour des souvenirs, et Valérie essayant d'extorquer des informations à Margaret sur les comptes bancaires et les coffres-forts. Le deuxième soir, je suis allé sur la terrasse arrière pour prendre l'air et j'ai surpris mon père au téléphone parlant à quelqu'un des valeurs immobilières. Les comparaisons montrent au moins 3,2 millions dans ce marché, disait-il. Peut-être plus avec quelques améliorations. Il faut juste agir rapidement une fois que nous aurons le contrôle. Plus tard dans la nuit, j'ai trouvé une fenêtre de navigateur laissée ouverte sur l'ordinateur portable de Valérie montrant les résultats de recherche pour contester une fiducie et contester un héritage. En vérifiant l'historique de navigation, j'ai découvert des recherches sur des avocats locaux spécialisés en succession et sur la façon de prouver l'influence indue. Le lendemain matin, je les ai confrontés doucement autour du petit déjeuner. J'ai remarqué que vous semblez tous très intéressés par la maison et les biens de grand-mère, ai-je dit calmement. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous espérez trouver? Papa est devenu rouge, mais s'est rapidement repris. Juste pour t'aider à régler les choses, chérie. Tu as assez à faire avec ta nouvelle carrière et tout ce deuil. Maman hocha vigoureusement la tête. Nous sommes juste inquiets pour toi, ma chérie. Une telle responsabilité pour quelqu'un d'aussi jeune. Et nous voulons nous assurer que tout est juste, ajouta Valérie avec insistance. Grand-mère et grand-père auraient pu être confus dans leurs dernières années. J'ai simplement hoché la tête et dit que j'appréciais leurs préoccupations, mais que j'avais tout sous contrôle. Ils sont partis plus tard dans la journée avec des promesses de revenir bientôt pour aider davantage. Au moment où leur voiture s'est éloignée, j'ai appelé Nancy Hoffman et l'ai mise au courant de la situation. Elle m'a conseillé d'être vigilante, mais m'a assuré que la fiducie était sécurisée. Pendant plusieurs semaines, je n'ai pas eu de nouvelles d'eux. J'ai commencé à espérer qu'ils avaient accepté la situation et étaient passés à autre chose. J'étais plongé dans une nouvelle affaire au travail et commençais enfin à établir une routine qui ne tournait pas autour des soins quand ils sont réapparus sans avertissement. Tous les trois ont marché sur le chemin de devant alors que je partais pour le travail, leurs expressions triomphantes. Papa portait un dossier de documents. « Bonjour, Olivia, dit-il, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Nous sommes désolés de faire cela, mais nous devons parler de ta situation de logement. Maman s'avança, son sourire tendu. Nous avons trouvé des papiers dans notre boîte de dépôt, un ancien testament que tes grands-parents ont signé il y a des années, laissant tout à ton père en tant que leur enfant unique. Nous l'avons fait vérifier par un avocat. Nous avons aussi des papiers montrant que la maison a été signée au nom de papa. Valérie, ajouta avec joie. La fiducie que tu penses tout protéger, apparemment pas valide quand il y a un testament antérieur. Papa m'a tendu le dossier. Nous ne sommes pas déraisonnables. Nous te donnerons jusqu'à vendredi pour emballer tes affaires. Nous avons déjà trouvé un acheteur pour la maison. J'ai regardé leur visage satisfait, le dossier de ce que j'étais certaine être des documents falsifiés, et j'ai ressenti un étrange calme s'installer en moi. Penses-tu vraiment que je laisserai cela arriver? Ai-je demandé calmement. Leur confiance a vacillé un instant, mais papa s'est rapidement repris. Cela se passe que tu aimes ça ou non. Vendredi, Olivia, par avant midi. Alors qu'ils se tournaient pour partir, j'ai appelé après eux. Avant de faire quoi que ce soit d'irrévocable,
tu devrais peut-être consulter un meilleur avocat, quelqu'un qui connaît la différence entre un véritable testament et une fabrication. Le visage de papa s'est assombri. Ne me menace pas, jeune fille. Tu n'es pas la seule à connaître la loi. Avec cette dernière réplique, ils sont partis, confiants dans leur victoire. J'ai immédiatement appelé Jake Thompson, un collègue de mon cabinet qui se spécialisait dans les affaires de fraude, et lui ai expliqué la situation. Apporte-moi ces documents si tu peux en obtenir des copies, dit-il. Cela ressemble à de la falsification typique. J'ai passé les 2 jours suivants à me préparer à la confrontation que je savais venir. J'ai rassemblé tous les documents de fiducie, contacté la banque et la société de sécurité, et assemblé une petite équipe de professionnels du droit qui étaient prêts à m'aider. Jeudi soir, je me suis assise sur le porche, sur la balançoire, le lieu préféré de grand-père, et j'ai senti sa présence à mes côtés. Je ne les laisserai pas prendre votre héritage, ai-je promis à l'air du soir, pas un seul morceau. Au moment où ma famille est partie avec leurs menaces et leurs documents frauduleux, j'ai agi. Ma formation juridique est entrée en jeu ainsi que les instincts protecteurs que mes grands-parents avaient nourris. Il ne s'agissait plus seulement d'un héritage. Il s'agissait d'honorer ma promesse de protéger l'héritage de mes grands-parents et de me défendre contre des années de manipulation et de droit. Premièrement, j'ai appelé Jake Thompson, le meilleur avocat de mon cabinet et un spécialiste des cas de fraude. Peux-tu venir ce soir, ai-je demandé. Ma famille essaie de voler l'héritage de mes grands-parents avec des documents falsifiés. Il me donne jusqu'à vendredi pour partir. Jake est arrivé dans l'heure qui a suivi, accompagné de son assistant juridique. J'ai tout exposé, les documents de fiducie, les dossiers médicaux de mes grands-parents montrant qu'ils étaient compétents au moment de la signature, le journal que j'avais tenu documentant le comportement suspect de mes parents et mes souvenirs des affirmations frauduleuses qu'ils venaient de faire. Si ce qu'ils t'ont montré est ce que je pense que c'est, ils commettent plusieurs crimes, dit Jake, son expression sombre. Falsification, fraude, tentative de vol par tromperie. Mais nous devons voir ces documents pour en être sûrs. Mon prochain appel était à Nancy Hoffman, qui avait aidé à établir la fiducie. Il lance leur offensive, lui ai-je dit, et c'est aussi audacieux que nous le craignons. Nancy était calmement rassurante. La fiducie est inattaquable, Olivia. Mais nous devrions demander une ordonnance d'injonction d'urgence pour empêcher l'enregistrement de toute cession ou transfert frauduleux. Je vais la rédiger ce soir et la déposer dès demain matin. Avec mon équipe juridique mobilisée, je me suis tourné vers des mesures de sécurité pratiques. J'ai appelé un serrurier qui est arrivé cet après-midi-là pour changer toutes les serrures de la maison. Ensuite, j'ai contacté une société de sécurité pour installer des caméras couvrant toutes les entrées. Le soir venu, la maison était sécurisée contre toute entrée non autorisée. J'ai passé un dernier appel à ma banque, confirmant que tous les comptes étaient protégés et marqués pour activité inhabituelle. Le directeur de la banque, qui connaissait mes grands-parents depuis des décennies, a été choqué par ma situation et a personnellement placé des alertes sur tout ce qui était lié à l'héritage. Alors que la nuit tombait, j'ai organisé toute la documentation de la fiducie, créant plusieurs copies stockées dans différents endroits. Un ensemble dans mon coffre-fort à domicile, un autre avec Jake, un troisième avec Nancy, et des copies numériques sécurisées dans un stockage cloud crypté. Aucun point de défaillance unique ne pourrait compromettre notre protection. Ce soir-là, alors que je révisais tout, mon téléphone a commencé à sonner avec des appels de mes parents et de Valérie. Je les ai laissés en messagerie vocale. Les messages ont commencé poliment avec papa suggérant que nous parlions comme des adultes, mais ont rapidement dégénéré en menaces. Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire, a grogné le dernier message vocal de mon père. Je suis ton père, et tu me respecteras. Cette maison et cet argent m'appartiennent de droit, et je les aurai d'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, j'ai rencontré une équipe juridique plus importante rassemblée par Jake et Nancy. Sofia Rodriguez, spécialiste en litiges successoraux, a examiné nos documents et notre stratégie. Leur affirmation concernant un testament antérieur ayant préséance sur la fiducie n'a absolument aucun fondement, a-t-elle confirmé. Une fois que les actifs sont transférés dans une fiducie irrévocable, ils ne font plus partie de la succession à distribuer par testament. Tout avocat compétent le saurait, ce qui suggère qu'ils ont soit un très mauvais avocat, soit, plus probablement, aucun avocat légitime du tout. Nous avons développé une approche à plusieurs volets. Premièrement, l'injonction empêchant tout transfert de propriété. Deuxièmement, une lettre de mise en demeure concernant leurs affirmations frauduleuses. Et troisièmement,
la préparation d'un procès potentiel pour harcèlement et tentative de fraude s'il persistait. Qu'en est-il des documents qu'ils disent avoir, ai-je demandé. Le prétendu testament antérieur et le transfert de propriété. S'ils tentent de les déposer quelque part, nous les contesterons immédiatement, a expliqué Sophia. Comme nous avons des preuves substantielles des intentions de vos grands-parents par le biais de la fiducie correctement exécutée. De plus, nous avons leurs dossiers médicaux montrant qu'ils étaient mentalement compétents, le journal que vous avez tenu et des témoins comme Margaret qui peuvent témoigner de leur volonté claire. Pendant que l'équipe juridique travaillait, j'ai commencé à rassembler des preuves des antécédents de mauvaise conduite financière de mes parents. Grâce à des recherches approfondies et à quelques contacts de ma faculté de droit, j'ai documenté les 2 faillites de mon père, une saisie fiscale et un jugement de petite créance contre ma mère pour une entreprise commerciale ratée où elle avait pris des investissements mais jamais livré de produits. Jeudi après-midi, la désespérance de ma famille commençait à transparaître. Valérie a posté un message décousu sur les réseaux sociaux, affirmant que j'avais manipulé nos grands-parents malades et volé l'héritage familial. Elle a tagué des membres de la famille élargie et de vieux voisins essayant de rallier l'opinion publique contre moi. Mes parents ont adopté une approche plus directe, se présentant à mon cabinet d'avocat, sans préavis, exigeant de me parler. Lorsque la réceptionniste a expliqué que j'étais au tribunal, ils ont refusé de partir, provoquant un tel remue-ménage que la sécurité a dû les escorter. Mes collègues étaient choqués mais solidaires. L'incident n'a fait que renforcer leur détermination à m'aider. Plus tard dans la journée, j'ai appris par un voisin inquiet que mon père avait fait du porte-à-porte dans ma rue, disant que j'étais mentalement instable et essayant de rallier le soutien communautaire pour leur prise de contrôle de la propriété. Heureusement, la plupart des voisins connaissaient mes grands-parents et moi depuis des années et se méfiaient de ces parents soudainement concernés qu'ils avaient rarement vus. À l'approche de vendredi, je me suis préparé à toutes les éventualités. Jake serait à la maison avec moi, ainsi que Nancy et un notaire pour témoigner de toute interaction. Margaret serait également présente, prête à témoigner de l'état mental et des volontés exprimées de mes grands-parents si nécessaire. J'ai contacté la police locale, expliquant la situation et leur demandant d'être prêts à intervenir si ma famille tentait une effraction forcée ou créait un trouble. L'agent que j'ai contacté a pris des notes détaillées et a promis de signaler l'adresse pour une réponse immédiate. Enfin, j'ai installé des dispositifs d'enregistrement légaux dans les pièces principales de la maison, m'assurant que toute confrontation serait documentée. Le Massachusetts est un État à consentement bilatéral pour les enregistrements, mais j'ai placé des panneaux visibles informant toutes les entrées que des enregistrements audio et vidéo étaient en cours, satisfaisant ainsi à l'obligation de notification. Jeudi soir, j'ai à peine dormi, repassant les scénarios dans ma tête. Mais sous l'anxiété, il y avait un socle de certitude. Je faisais exactement ce que mes grands-parents auraient voulu, protégeant la maison qu'ils avaient entretenue avec amour pendant des générations contre ceux qui la voyaient uniquement comme une source de revenus. Quoi qu'il arrive demain, j'y ferai face avec la force et l'intégrité qu'ils m'avaient inculquées. Le vendredi matin s'est levé clair et brillant, une belle journée de printemps qui cachait la tempête qui se préparait dans mes affaires familiales. Je me suis levé tôt après une nuit agitée, douché et habillé soigneusement dans un tailleur bleu marine professionnel, atteignant automatiquement les boucles d'oreilles en perles que grand-mère m'avait offertes pour ma remise de diplôme en droit pour les jours importants, avait-elle dit. Cela en faisait certainement partie. À 8h30, mon équipe de soutien était réunie. Jake est arrivé le premier, apportant du café et une confiance rassurante. Nous avons tout couvert légalement, m'a-t-il rappelé. Aujourd'hui, il s'agit juste de tenir bon. Nancy est arrivée ensuite avec le notaire, une femme solennelle nommée Patricia, qui avait été témoin de centaines de litiges fonciers. Margaret est arrivée peu après, me donnant un câlin maternel avant de prendre position dans la cuisine, où elle a commencé à cuisiner sous stress, l'odeur des brioches à la cannelle remplissant bientôt la maison. Sophia Rodriguez a complété notre équipe, apportant des copies de l'injonction d'urgence qui avait été accordée par le tribunal la veille après-midi, interdisant tout enregistrement de transfert de propriété lié à l'héritage, juste au cas où ils essaieraient d'aller directement au registre foncier. Elle a expliqué que nous nous étions positionnés stratégiquement. Je rencontrerai ma famille sur le porche, le seuil symbolique qu'ils cherchaient à franchir. Les autres resteraient à l'intérieur, hors de vue initiale, mais prêts à intervenir si nécessaire. Le dossier contenant tous les documents pertinents de la fiducie, l'injonction et les preuves du statut protégé de l'héritage, était posé sur la petite table à côté de la balançoire du porche, un contrepoint visuel aux éventuels documents frauduleux que ma famille apporterait. À 11h45 précise, 15 minutes avant leur date limite autoproclamée pour mon expulsion,
un SUV noir s'est garé sur le trottoir. Derrière lui est arrivé un gros camion de déménagement, son moteur grondant alors qu'il se garait en double sur la rue étroite. Plusieurs voisins ont interrompu leur jardinage pour regarder le spectacle se dérouler. Mon père est sorti le premier du SUV, vêtu de ce qu'il pensait probablement être une tenue d'affaires impressionnante, un costume légèrement trop serré avec des boutons de manchette clinquants. Ma mère a suivi, le visage figé dans une détermination sombre, des lunettes de soleil de designer cachant ses yeux. Valérie est sortie en dernier, sautillant presque d'anticipation, son téléphone déjà en main, comme prête à documenter sa victoire. Derrière eux, 2 hommes sont descendus du camion de déménagement, semblant mal à l'aise alors qu'ils sentaient la tension. Mon père les a fait avancer avec impatience. Je me suis levé lentement de la balançoire du Porsche, le dossier dans la main, et j'ai attendu. Qu'ils viennent à moi sur mon territoire, la maison que mes grands-parents avaient confiée à mes soins. Juste à temps pour assister à ton départ, je vois, a crié mon père en s'approchant. J'espère que tu as fait tes valises et que tu es prête à partir. Il a agité son dossier, contenant probablement ses documents frauduleux. Je suis restée silencieuse, debout, droite, en haut des marches du Porsche, pendant qu'ils approchaient. Plusieurs voisins s'étaient rapprochés, sentant le drame et peut-être inquiets pour mon bien-être. Nous avons apporté un camion pour t'aider avec tes affaires, ajouta ma mère d'une voix faussement douce, conçue pour présenter une image de préoccupation familiale aux voisins qui regardaient. Nous savons que cela doit être difficile. Lorsque j'ai atteint le bas des marches du Porsche, j'ai finalement parlé. Avant d'aller plus loin, je dois vous informer que cette propriété est sous surveillance vidéo et audio et qu'il y a des témoins à l'intérieur de la maison. Tout ce que vous direz ou ferez sera enregistré. Cela les a arrêtés un instant. Mon père s'est d'abord repris, son sourire se resserrant. Toujours la plus dramatique, Olivia. Cela ne change rien. Nous avons des documents légaux nous donnant la propriété de cette maison. Il a agité son dossier à nouveau. Tu veux dire tes documents falsifiés ? Ai-je demandé calmement. Ceux qui sont censés remplacer une fiducie irrévocable établie il y a plus d'1 an lorsque mes grands-parents étaient tous deux vivants et mentalement compétents. Le sourire de ma mère a vacillé. Valérie regardait avec incertitude ses parents, le script ne se déroulant clairement pas comme prévu. Le visage de mon père s'est assombri alors qu'il montait les 2 premières marches. Maintenant, écoute-moi bien. Cette maison m'appartient. Mes parents voulaient que je l'aie. Peu importe ce que tu leur as fait signer quand ils étaient malades, cela ne change rien. À ce moment, la porte d'entrée s'est ouverte derrière moi, et Jake est sorti, suivi de Nancy, Sophia, Patricia, la notaire, et Margaret. La vue de 5 adultes, visiblement professionnels et préparés, a fait s'arrêter mon père net. Monsieur Morgan, dit Jake aimablement. Je suis Jake Thompson, avocat de la Morgan Family Trust. Je crois que vous étiez sur le point d'accuser votre fille de fraude et d'influence indue. Veuillez continuer. Nous enregistrons pour le tribunal. La bouche de mon père s'ouvrait et se fermait sans son. Ma mère lui a attrapé le bras, chuchotant d'urgence. Les déménageurs s'agitaient maladroitement, l'un vérifiant sa montre. Peut-être devriez-vous dire aux déménageurs qu'ils n'auront pas besoin aujourd'hui, ai-je suggéré calmement. Ou jamais. Retrouvant enfin la voix, mon père s'est emporté. C'est ridicule. J'ai un droit légal sur cette propriété. J'ai la documentation ici même. Il a de nouveau agité le dossier, mais n'a fait aucun mouvement pour l'ouvrir. Sophia s'est avancée, son professionnalisme imperturbable. En tant que conseil de la succession, je dois vous informer que nous avons obtenu une ordonnance d'injonction d'urgence empêchant tout enregistrement de transfert de propriété frauduleux lié à cette succession. Elle a tendu une copie de l'ordonnance du tribunal. De plus, je dois vous avertir que la présentation de documents falsifiés à une institution financière ou à un bureau gouvernemental est un crime dans le Massachusetts, passible d'une peine allant jusqu'à 5 ans de prison. La couleur a disparu du visage de mon père. Ma mère s'est avancée, essayant une approche différente. Olivia, ma chérie, il y a clairement eu un malentendu. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour la famille. Peut-être pouvons-nous en discuter en privé sans toutes ces personnes. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit fermement. Grand-mère et grand-père ont établi la Morgan Family Trust pour protéger leurs biens et leur héritage. Toutes les propriétés et tous les investissements sont détenus par la fiducie, que je gère en tant que fiduciaire désigné. C'était leur choix, fait librement alors qu'ils étaient vivants et en bonne santé.
Tous les documents que vous pourriez avoir en sang contraire sont frauduleux. La frustration de mon père a éclaté. Ce n'est pas fini, Olivia. Je suis ton père. Cela compte pour quelque chose légalement. Je me battrai jusqu'à la Cour suprême si nécessaire. Je m'assurerai que tout le monde sache comment tu as manipulé 2 personnes âgées. Ta réputation sera ruinée. Jake s'est avancé à nouveau. Monsieur Morgan, menacé de déposer des poursuites frivoles et de se livrer à la diffamation constituerait du harcèlement et peut-être de l'extorsion? Devrais-je ajouter cela au dossier? Le chauffeur du camion de déménagement s'est approché avec prudence. Monsieur, nous sommes à l'heure ici. Allons-nous déménager quelque chose ou pas? Mon père l'a ignoré, son visage déformé par la rage. Toi, petite ingrate, après tout ce que nous avons fait pour toi. Je n'ai pu m'empêcher d'émettre un court rire incrédule. Tout ce que vous avez fait pour moi? Vous m'avez abandonné à 5 ans. Grand-mère et grand-père m'ont élevé, m'ont aimé, m'ont appris tout ce qui est important dans la vie et la famille. Vous n'êtes apparu que lorsque vous aviez besoin d'argent ou pensiez qu'il y avait quelque chose à gagner. La vérité nu flottait dans l'air entre nous. Même Valérie avait l'air mal à l'aise maintenant. Son téléphone baissé, ne filmant plus la scène humiliante. J'ai quelque chose d'autre que vous devriez entendre, ai-je dit, sortant mon téléphone. J'ai joué l'enregistrement que j'avais fait de leur conversation dans le jardin pendant les derniers jours de grand-père. Leur voix claire alors qu'ils complotaient pour profiter de la confusion de grand-mère et m'exclure complètement. Ma mère a halté. Le visage de mon père a pris une teinte violette alarmante. C'est illégal, a-t-il bredouillé. Tu ne peux pas enregistrer les gens sans leur consentement. En fait, a interrompu Nancy, la loi du Massachusetts permet l'enregistrement si la personne qui enregistre est partie prenante de la conversation ou a le consentement d'une partie. Olivia était présente et a consenti à son propre enregistrement. Parfaitement légal. À ce moment-là, plusieurs policiers étaient arrivés, répondant aux appels de voisins inquiets concernant l'escalade de la confrontation. Alors qu'ils approchaient, mon père a semblé enfin comprendre la futilité de sa position. Ce n'est pas fini, a-t-il sifflé, reculant dans les escaliers. La famille ne devrait pas traiter sa famille comme ça. Là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord, ai-je répondu doucement. Les agents ont demandé s'il y avait un problème. J'ai expliqué brièvement que ma famille avait fait des suppositions incorrectes sur la propriété et que tout était sous contrôle. Mon équipe juridique a fourni un contexte supplémentaire, montrant aux agents les documents de fiducie et l'injonction. Vaincu mais toujours défiant, mes parents et ma sœur sont retournés à leur SUV. Le camion de déménagement s'est éloigné, sa mission inassouvie. Alors qu'il s'éloignait, je n'ai ressenti aucune victoire, seulement une profonde tristesse pour ce que la famille aurait dû être, mais ne l'a jamais été dans mon cas. Margaret m'a serré l'épaule. Tes grands-parents seraient si fiers, dit-elle doucement. Si fiers. Debout sur le porche que mon grand-père avait construit, entouré de personnes qui m'avaient montré plus de soin et de loyauté que mes parents de sang ne l'avaient jamais fait. Je savais qu'elle avait raison. Il ne s'était jamais agi d'argent ou de propriété. Il s'agissait d'honorer le véritable sens de la famille et les promesses que nous faisons à ceux que nous aimons. Suite à cette confrontation sur le porche, de nombreuses questions pratiques ont nécessité une attention particulière. J'ai qu'à déposer les documents nécessaires pour enregistrer de manière permanente la validité de la fiducie et ma position de fiduciaire. Nancy m'a aidé à obtenir des protections juridiques supplémentaires contre de futures contestations. La police locale, maintenant familière avec la situation, a ajouté des patrouilles supplémentaires devant la maison pendant plusieurs semaines. Le plus surprenant, le bureau du procureur du district m'a contacté pour engager des poursuites pour tentatives de fraude et de falsification. Après beaucoup de réflexion, j'ai refusé de poursuivre pénalement ma propre famille malgré leurs actions. Non pas par affection résiduelle, mais parce que je savais que mes grands-parents auraient voulu que je prenne la haute route. Le procureur a respecté ma décision, mais a gardé le dossier ouvert au cas où. Pendant plusieurs mois, j'ai vécu avec une anxiété persistante, sursautant aux bruits inattendus et vérifiant constamment les flux des caméras de sécurité. Mes parents ont fait quelques tentatives de contact supplémentaires, alternant entre les menaces de litiges interminables et les appels plaintifs à la loyauté familiale. Finalement, lorsqu'il est devenu clair que la fiducie était bien inattaquable, et que j'avais des preuves substantielles de leurs intentions frauduleuses, les communications ont complètement cessé. Vivre seul dans la maison qui avait autrefois été remplie de la chaleur et de la sagesse de mes grands-parents était à la fois un réconfort et une source de douleur.
Chaque pièce recelait des souvenirs. Grand-père lisant dans son fauteuil préféré près de la cheminée. Grand-mère fredonnant dans la cuisine alors qu'elle préparait le dîner du dimanche. Les deux dansant lentement sur de vieux disques dans le salon quand ils pensaient que j'étudiais à l'étage. Le silence était parfois accablant. Je me suis retrouvé à leur parler à voix haute, leur demandant des conseils ou partageant simplement ma journée comme je l'avais fait quand ils étaient vivants. Parfois, j'imaginais entendre le rire profond de grand-père ou sentir le faible parfum de grand-mère. Le deuil, j'ai découvert, ne suit pas un chemin linéaire. Il revient en cercle de manière inattendue, déclenché par un son familier ou par le changement des saisons. Reconnaissant que j'avais besoin d'aide pour comprendre tout ce qui s'était passé, j'ai commencé à consulter Dr Lillian Parker, une thérapeute spécialisée dans le deuil et les traumatismes familiaux. Ces questions douces m'ont aidé à démêler les émotions complexes, le deuil de mes grands-parents, la colère envers mes parents, la trahison, la culpabilité d'avoir parfois souhaité une famille normale, et une profonde solitude qui semblait sans fond. Ce que vous éprouvez est un deuil compliqué, a expliqué Dr Parker lors d'une séance. Vous pleurez non seulement vos grands-parents, mais aussi la perte de l'idée de famille telle qu'elle devrait être. C'est une double perte importante. En travaillant avec elle, j'ai appris à séparer les actions de mes parents de ma propre valeur. À reconnaître que leur cupidité et leur manipulation reflétaient leurs défauts de caractère, et non un échec de ma part. Plus important encore, j'ai commencé à comprendre que la famille ne se définit pas uniquement par le sang, mais par l'amour, le respect et les soins mutuels. Mes collègues du cabinet d'avocats sont devenus une source de soutien inattendue. Jake et sa femme Naomi m'ont invité au dîner de fête. Sophia prenait régulièrement des nouvelles avec du café et des conversations. Même les associés seniors, normalement réservés, ont montré leur préoccupation par le mentorat et l'inclusion dans des cas importants. Environ 6 mois après la confrontation, j'ai pris la décision difficile de rénover certaines parties de la maison. Pas pour effacer la présence de mes grands-parents, mais pour mélanger leur héritage avec mon propre avenir. J'ai gardé la bibliothèque de grand-père intacte avec ses livres et son fauteuil en cuir confortable, mais j'ai converti une chambre inutilisée en un bureau à domicile moderne. La cuisine de grand-mère est restée largement inchangée, bien que j'ai ajouté de nouveaux appareils électroménagers qu'elle aurait aimé découvrir. Le changement le plus significatif est venu lorsque j'ai établi le Harold & Martha Morgan Scholarship Fund à ma faculté de droit, dédié au soutien des étudiants intéressés par le droit des personnes âgées et la protection des populations vulnérables. Utiliser une partie des actifs de la fiducie de cette manière semblait juste, une continuation de leur générosité et une façon de créer quelque chose de positif à partir de la douloureuse histoire de notre famille. Ma vie professionnelle a également évolué. S'appuyant sur mon expérience personnelle, j'ai déplacé ma pratique juridique pour me concentrer exclusivement sur le droit des personnes âgées et la planification successorale. Travailler avec les familles pour créer des fiducies et des mesures de protection qui empêcheraient le type d'exploitation que mes parents avaient tenté est devenu profondément satisfaisant. Chaque client protégé semblait être une petite victoire, un effet d'entraînement du bien provenant de la sagesse de mes grands-parents dans l'établissement de notre fiducie. Lentement, j'ai construit une nouvelle sorte de famille autour de moi. Margaret continuait de me rendre visite régulièrement, maintenant plus une amie qu'une employée. Mes voisins, qui avaient été témoins du drame qui se déroulait sur mon porche, sont devenus plus proches, m'invitant à des fêtes de quartier et à des événements communautaires. J'ai rejoint un club de lecture qui se réunissait chaque mois, trouvant la connexion à travers des histoires partagées, tout comme je l'avais fait avec mes grands-parents. 2 ans après cette confrontation sur le porche, j'ai reçu une petite enveloppe par courrier sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une brève note de Valérie. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Ils avaient tort. J'avais tort. Tu me manques. Aucune demande d'argent, aucune mention de la maison ou de l'héritage, juste une simple reconnaissance et ce qui semblait être des regrets sincères. Après mûre réflexion, j'ai répondu par une note tout aussi brève. Merci de dire cela. Cela compte. Je n'ai pas invité de contact supplémentaire, mais j'ai laissé la porte légèrement entr'ouverte. Si quelque chose en résulterait ou non restait à voir, mais l'échange ressemblait à un petit pas vers la guérison, sinon la réconciliation. Quant à mes parents, je n'ai eu aucun contact depuis ce jour. Parfois, je vois leur nom dans mon dossier spam par email où je remarque un appel manqué d'un numéro inconnu qui pourrait être le leur. J'ai fait la paix avec la probabilité que nous n'aurons jamais une relation saine. Cette acceptation, bien que douloureuse à atteindre, a été libératrice.
La leçon la plus profonde de ce voyage a été de comprendre que la famille n'est pas une garantie automatique d'amour ou de loyauté. La vraie famille, qu'elle soit liée par le sang ou unie par le choix, doit être construite sur le respect, l'honnêteté et le soin authentique. Mes grands-parents m'ont montré ce que signifiait réellement la famille, et en leur absence, j'ai trouvé de nouvelles façons d'honorer cet héritage en créant ma propre famille choisie d'amis et de mentors. Je m'assois toujours sur la balançoire du porche certains soirs, surtout au printemps, lorsque le jardin que grand-mère aimait éclate de fleurs. La maison ne semble plus vide, mais remplie à la fois de souvenirs et de nouvelles possibilités. La fiducie que mes grands-parents ont établie a protégé plus que de simples biens. Elle a préservé une fondation à partir de laquelle je pouvais me reconstruire et grandir après la perte. Pour quiconque est confronté à des défis similaires avec la famille et l'héritage, mon conseil est simple. Documentez tout. Faites confiance à votre instinct et rappelez-vous que vous protéger contre l'exploitation honore ceux qui vous ont vraiment aimé. Se tenir fermement contre ceux qui profiteraient des vulnérables n'est pas égoïste. C'est un acte de courage et d'intégrité. Avez-vous jamais eu à vous protéger ou à protéger quelqu'un que vous aimez de membres de la famille qui ont montré leur vrai visage lorsque l'argent était impliqué? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces situations difficiles peut être incroyablement guérisseur. Et si cette histoire vous a touché, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que se battre pour ce qui est juste, même contre la famille, est parfois le choix le plus aimant que nous puissions faire. Merci d'avoir écouté mon histoire, et que vous trouviez la force de protéger ce qui compte le plus dans votre propre vie.